Anne, merci d'être sur notre plateau, évidemment, écrivain, ancien journaliste, on en parlera tout à l'heure. Alain Madelin, ancien ministre de l'économie. La conférence sociale, la fameuse grande conférence sociale qui s'est réunie aujourd'hui, qui va durer 2 jours, introduite par le président, qui sera conclue demain par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter d'abord François Hollande, un extrait qui pourrait un petit peu résumer son état d'esprit du jour. On l'écoute. C'est l'enjeu de cette conférence. Préparer ensemble les réformes, ouvrir de nouveaux espaces à la démocratie sociale, élaborer donc une feuille de route qui offrira à notre pays une vision claire des objectifs poursuivis et une répartition des responsabilités pour y parvenir. Ma volonté, c'est de faire évoluer notre modèle social pour mieux le garantir. Réponse de François Fillon aujourd'hui. Écoutez. On verra ce que donne cette conférence et j'ai pas l'habitude d'anticiper les résultats avant de les connaître. Il y a juste une chose qui m'inquiète, c'est que François Hollande a dit qu'il en tirerait les enseignements dans un an. Franchement, l'économie française n'a pas un an à attendre. Voilà, réaction Alain Madelin. C'est normal d'ouvrir comme ça une grande conférence, de dialoguer de la méthode alors qu'on est en pleine crise. Non, parfait. Je veux dire, à la fois la forme, Hollande est arrivé discrètement, le Conseil économique et social, pas à l'Élysée. Place d'Iéna n'était pas cernée par 2 compagnies de CRS. Ça change. Et le choix du Conseil économique et social est un choix habile. Pourquoi le Conseil économique et social? Les gens ne savent pas à quoi ça sert. Alors, ou on le supprime, ou on le revalorise. Je trouve que le choix de le revaloriser... Conseil économique, social et environnemental. Oui, le choix de revalorisation est un bon choix. C'est un lieu, effectivement, où normalement, avec les partenaires sociaux. Sur le contenu, il y a plein de chantiers qui sont ouverts. On verra dans le temps. Mais moi, je reste alors fondamentalement sur ma faim. Il y a exactement un an, c'était le 15 juin 2011, François Hollande fait un papier révolutionnaire dans Le Monde, dans lequel il explique sa conception de la démocratie sociale, et il dit ce qu'il faut, c'est que la loi fixe seulement les grands principes généraux du droit, et que ensuite les partenaires sociaux aient un espace autonome de discussion. Et il dit, je vais mettre ça dans la Constitution. Formidable. Il le repropose aujourd'hui. Non. Il repropose de mettre le dialogue social à la... Non, mais non. Mais non. On ne s'énerve pas. Il ne peut pas supporter le contredit. Vous avez remarqué déjà mais attendez. C'est sa particularité. Alors, il va finir et vous allez... Je précise, entre-temps, dans sa campagne électorale, il change d'avis et il dit, ce que je propose, c'est de faire en sorte qu'on inscrive dans la Constitution l'obligation de concertation sociale préalablement à la loi. C'est exactement la loi Larcher, ce qu'avait fait Sarkozy, ce qu'il propose de mettre dans la Constitution, mais ça n'a plus rien à voir. Les syndicats ne sont pas des coproducteurs de lois. Les syndicats, dans la tradition française du paritarisme, du dialogue social, doivent être des producteurs autonomes de contrats. Ce sont des termes un peu savants, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la loi doit donner les grands principes généraux. Et ensuite, la réalité est tellement différente entre les branches, les entreprises et ça, qu'il faut faire du sur-mesure. Et pour faire le sur-mesure, il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Et il y avait une belle révolution qu'il avait esquissée. J'espère que peut-être il va revenir dans la durée de cette conférence sur son idée initiale, qui était à mes yeux la bonne. Alors, réaction de Jean-François Kahn, vous pensez que c'est ce qui va se passer finalement? Pour le coup, c'est intéressant. Moi, je ne m'y attendais pas à ce que ça soit à ce point intéressant. Alors, personnellement, parmi les deux seules choses qu'il a annoncées, il y a le contrat de génération. Moi, je suis très favorable. Je trouve ça une excellente idée. Personnellement, cette idée d'exonérer de charge l'emploi d'un jeune, si on garde un senior pour pouvoir lui servir de tuteur, je suis qui va être contre, il est contre tout. Non, mais c'est microscopique. C'est très intéressant. Voilà. Je trouve ça très intelligent, très intéressant. En revanche, je suis personnellement extrêmement hostile à l'idée de constitutionnaliser, c'est-à-dire mettre dans la Constitution l'obligation de la concertation sociale. Pour la même raison que j'étais contre mettre dans la Constitution la règle d'or. Je suis pour la concertation sociale. Je suis pour la règle d'or. Mais
si on constitutionnalise tout sans arrêt, il ne reste plus rien à la démocratie. À la fin, pourquoi les gens ils vont voter? Ah mais il n'y a plus besoin de voter, c'est dans la Constitution, ça c'est la Constitution, ça c'est la Constitution, tout. Bon, je trouve que c'est un pli qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, Madame Parizeau a demandé qu'on mette le capitalisme dans la Constitution. Non, la liberté d'entreprendre. Ah bah oui, c'est ça. C'est voilà, l'obligation du capitalisme dans la Constitution. Bon, tout ça. Mais ça y est, depuis la Révolution française, ça s'appelle la liberté du commerce et de l'industrie, mon cher Jean-François. Cela est dit, d'abord, j'ai trouvé que le discours l'introduction de c'est le moment de mettre la France en mouvement. Était de très bonne facture. C'est la première fois que je trouve vraiment quelque chose de dense, si vous voulez, dans une intervention de Hollande. Et puis quand même, par quoi il commence? Il commence par le redressement des comptes publics. C'est numéro ça, 1. les 3 objectifs. Redressement des comptes publics, c'est numéro 1. Deuxièmement, la compétitivité. Voilà, c'est la première fois dans un discours de gauche. Troisièmement, alors là, je ne vais pas être d'accord, parce qu'il fait du Sarkozy, là. Oui, mais le troisième point, c'est le chômage. C'est le chômage, mais en insistant sur la nécessité de remettre en ordre le marché du travail, de corriger le travail de marché. En tout cas. Et avec cette idée qu'il ne faut pas faire reposer justement sur le travail la protection sociale. Donc l'idée, parce qu'on n'y coupe pas, que c'est qu'on va réduire les charges et qu'on va faire passer sur la CSG. On pourrait être pour être contre, c'est un autre débat, on peut l'avoir. Mais c'est totalement nouveau. Je suis sûr qu'on l'aura, parce que ça va se poser. C'est totalement nouveau. J'ajoute une chose, c'est qu'on va assister à quelque chose d'extraordinaire, quand même. C'est que tout ça, c'est ce qu'il y a encore 1 mois et demi, la droite disait, il faut, attendez, les comptes publics, on vous attend sur les comptes publics, il faut de la rigueur. La compétitivité, vous n'en parlez pas assez, il faut parler de la compétitivité. Et regardez les charges sociales. Il le dit, on va voir ce qu'il va faire, il le dit. Et la droite est contre. Et l'UMP commence à dire, c'est pas, etc. Mais dans quel pays on est? Moi, je suis constant. J'étais contre la TVA sociale et je suis contre la CSG sociale. Ça ne servait à rien d'être contre la TVA sociale si c'est pour la remplacer demain par une CSG sociale. Pour une raison très simple. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, dans les entreprises, il y a un coût du travail qui est extrêmement élevé. Mais ce coût du travail, il y a la dépense sociale qui est en face. C'est pas de notre faute si en France, on dépense plus au social qu'en Allemagne. Si les comptes de l'assurance maladie et de la sécurité sociale sont en excédent en Allemagne et en déficit en France. Donc, à dépenses sociales constantes, là c'est l'économiste qui parle, vous pouvez faire toute l'alchimie arithmétique que vous voulez, ça ne changera rigoureusement rien. Donc on est en train de construire une usine à gaz pour rien. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que vous ne pouvez pas avoir en France la compétitivité par des transferts sociaux, comme on le dit, surtout que vous avez déjà un transfert social qui existe. La CSG, c'est 90 milliards par an qu'on a retiré à la sécurité sociale pour les donner à la solidarité sociale. C'est énorme. Donc vous ne pouvez pas avoir la compétitivité par ce moyen-là, sauf à diminuer les dépenses sociales, ce que le précédent gouvernement n'a pas fait, n'a pas voulu faire, et ce que celui-ci ne fera pas non plus. Et en revanche, si vous pensez que les salaires sont trop élevés, ce que vous devez faire, c'est doper la productivité des gens au travail. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, c'est un certain nombre d'allègements, oui, c'est vrai, sur les entreprises, pour leur permettre de souffler un peu, mais d'allègements, plus de réglementation, parce que ça ne coûte rien si ce n'est du courage politique. Et puis aussi permettre à ces entreprises d'investir. Quand vous voulez être plus productif, il va falloir... Le gouvernement ne peut pas dire « je combats le capital », parce qu'on a besoin de recapitaliser les entreprises, et particulièrement les PME, et de l'autre côté, de dire « je vais diminuer le coût du travail », c'est impossible. Mais moi, je comprends qu'on puisse être contre ce transfert-là des charges sociales. Je dis simplement que c'est quelque chose d'absolument neuf dans le langage de la gauche et que, entre parenthèses, que la droite va condamner alors que, d'une certaine manière, elle demandait. Je voudrais dire un mot d'ailleurs à ce point de vue-là. Parce que quand même, c'est quand même extraordinaire, franchement. Quand vous pensez qu'il nous donnait des leçons, quand je dis nous, en disant, sitôt la moindre critique, vous faites de l'anti-sarkozisme primaire, de l'opposition systématique. Je vous donne un exemple. Personnellement, parce que c'était ma conviction, j'ai soutenu l'idée de l'autonomie des universités. Plus d'autonomie pour les universités, de Mme Pécresse. Très bien. Parce que je trouvais ça bien. Bon, très bien. J'attends que Mme Pécresse dise un mot, un tout petit chouïa. Attendez, non, mais elle ne le dira pas. Alors moi, je peux vous dire, je l'entends, rien. Il y avait 5 trucs, elle pouvait dire... Tout est mauvais, tout est nul, tout est à rejeter, tout est horrible. Or, on vient d'apprendre par le Conseil d'État, la Cour des comptes, on vient d'apprendre que 1/4 des universités sont en faillite. Je ne savais pas.
que 150 millions manquent dans les caisses. Je ne savais pas. Mais qu'elle nous explique pourquoi. Et quand Hollande dit la situation est très grave, très très grave, on ne peut pas attendre un an. Peut-être qu'il a raison. Il faut prendre des décisions tout de suite. Mais quelle critique contre le bilan et contre ce qu'a fait François Fillon qui l'a dit. Fillon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Excusez-moi. Quand oui. François Fillon dit ça, hein, la situation est très grave, etc. On ne peut pas attendre un an tout de suite, etc. Mais quelle critique contre le bilan d'un gouvernement dont il était le chef. Enfin, tout ça est absolument incroyable. Il vous dira qu'il avait fait la TVA sociale. Oui, effectivement, et qui a été défaite donc par le. Mais il y a des chantiers chantiers qui vont avancer. J'espère sur le chantier sur les retraites qu'on pourra arriver à une vraie belle réforme des retraites. Mais ça, il n'a rien dit là. Oui, il a été très flou. Pour le coup, il a été très flou. C'est vrai. Oui, mais le chantier est ouvert. Je veux dire, dès lors que les socialistes ont modifié l'âge, ont essayé de réparer un certain nombre d'inéquités qui existaient dans le système des retraites tel qu'il était, dès lors qu'il y a un déficit prévisible, on va aller vers la fameuse réforme systémique. C'est la retraite par points, la retraite nationale, etc. Il a raison. Je pense qu'on va y aller autour du... Les socialistes ont posé le principe à cotisation égale, retraite égale. Et puis il y a la formation professionnelle qui est quand même et les parcours professionnels qui est un formidable enjeu de paritarisme. Laissez faire les partenaires sociaux. Je vous arrête parce que j'ai envie d'avoir votre avis sur l'autre polémique, sur la polémique du jour, puisqu'on vient de l'apprendre. Selon le point.fr, il y a en ce moment même une perquisition dans la boîte de production d'Emmanuel Chin qui produit donc l'émission 7 à 8 de TF1 et qui a diffusé les enregistrements de la conversation de Mohamed Merah avec les policiers du RAID, le jour donc de son repérage par la police et la suite que l'on connaît. Est-ce que vous, ancien journaliste Jean-François Kahn, vous dites c'est évident, ces enregistrements, il fallait les diffuser, revus, analysés, découpés pour ne pas trop choquer, parce que c'est une information, ou au contraire, on réactive un traumatisme chez les familles des victimes, on crée, on donne de la chair à... Mais c'est une hypocrisie extraordinaire. À chaque fois si on parle des massacres en Syrie, on réveille un traumatisme. Si on parle d'Oradour-sur-Glane, on réveille un traumatisme. Je veux dire, alors il n'y a pas d'information. Il y a une hypocrisie absolument extraordinaire. Ce qui est épouvantable, horrible, c'est ce qu'il a fait. Et le fait d'être obligé de dire ce qu'il a fait. C'est pas le fait de l'entendre dire ce qu'il a fait. Alors en revanche, la question, c'est comment c'est sorti. Alors excusez-moi, qui a donné et pourquoi? Qui a donné à cette hypocrisie? Est-ce que la justice et pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas donné ça parce qu'il y a un autre enregistrement qu'on attend, de source algérienne, d'ailleurs, entre parenthèses, où il accuse les services d'espionnage de l'avoir manipulé, d'avoir été plus ou moins, d'avoir été un agent manipulé des services d'espionnage. Je n'en sais rien. Et puis j'ajoute une chose, pour l'hypocrisie. C'était TF1 qu'il passe. Alors là, comment scandale. Et Le Monde aujourd'hui qui, publie. Le Monde publie le même document et tout à coup, ça s'arrête. Ah, mais c'est Le Monde. Alors là, c'est très bien. La force du document de la télévision et l'impact de la télévision est très particulier néanmoins quand même. C'est là qu'on sent la différence, entendre la voix de l'assassin pour des familles, c'est très difficile. Et alors quand vous voyez un massacre, quand vous voyez des morts, quand vous voyez... Bien sûr. Oui, il y a une question de principe. Est-ce que cet enregistrement, comment a-t-il été dérobé? Comment a-t-il été éventuellement monnayé? Bon, bien. Ah oui, monnayé. Donné, reçu, non. A-t-il été monnayé? Il a raison. Je n'en sais rien. Il y a une question qui se pose. Elle est marginale, mais elle se pose. Il y a là ensuite l'enregistrement lui-même. Il n'y a rien de choquant. Et d'une certaine façon même, je pense que ça met fin aux allégations d'une partie de la famille Merah qui disait il a été innocent, il a été froidement abattu. Enfin, j'exagère un peu, mais on voit bien qu'elle était ultra déterminée. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que l'enquête sur les dysfonctionnements éventuels de la justice ou de la police qui ont abouti à mettre cet enregistrement à TF1 nous mette à l'abri de l'enquête qu'il faudrait faire sur quand même les dysfonctionnements de la police. Ah bon, bien sûr. Dysfonctionnements qui, à mon avis, la grande question, cette histoire-là, mais qui réapparaît, cette question qui réapparaît. De façon totalement biaisée, parce que manifestement, ils se mentent l'un l'autre. Mais la grande enquête qui est à faire, c'est comment ont fonctionné les services avant l'affaire Merah. Comment n'ont pas fonctionné les services. Merci beaucoup, merci à tous les deux.